2, 3, action! Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons notre premier épisode de ce podcast Génération Désenchantée. Je suis en compagnie de Maë et de Kaylise pour ce premier épisode. Salut! Vous pouvez dire bonjour. Vous allez bien? Ça va super. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, dire un peu d'où vous venez, votre âge, tout ça? Salut, du coup, moi c'est Kaylise, j'ai 18 ans, bientôt 19. Je suis la présidente de Solidarité et je fais partie du pôle com des rencontres. Moi, c'est Maë, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année à Sciences Po. Je suis membre du bureau des sports au pôle événementiel et je suis aussi membre du collectif de la transition écologique à Solidarité. Ok, parfait. Pour qu'on vous connaisse un petit peu plus et savoir un petit peu comment vous vous positionnez, j'ai quelques questions à vous poser. Donc vous avez le droit à un joker, donc de ne pas répondre à une seule des questions. Je pose la question et vous répondez en simultané, comme ça il n'y en a pas une qui sera avantagée sur l'autre. Ok. Donc ma première question, c'est tout simplement quel est votre film préféré? Joker. Mon film préféré. Moi, le film de mon enfance, c'est Toy Story, c'est mon film préféré. Ok, Voilà, trop c'est cool. vraiment de la culture populaire là pour le coup. Moi, le film de mon enfance que j'ai adoré regarder quand j'étais petite, c'était Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ok, Et j'adore j'aime ce bien film, aussi, ouais, c'est trop j'adore cool. ce film. On va passer à la deuxième question. Si vous ne pouviez manger qu'un seul plat de toute votre vie, ce serait lequel? Ah, je sais direct. Tagliatelle au saumon avec de la crème fraîche. Ça, c'est pépite. Vraiment, c'est mon plat préféré depuis que j'ai 4 ans, genre. Ok. Bon, 4 ans, j'habite à Tabussy. Constante, 6 ans, genre. c'est ton Moi, petit plat. ce serait vraiment classique. Je mange pas de viande, donc ce serait genre les tomates mozza. Ah ouais, putain. Tomates. Pas mal. Je valide. Tomate mozza Végétarienne ou aussi, je tomate valide. parmesan, c'est trop bon. C'est parfait. Incroyable. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le deep quand même. Quel est le rêve qui vous tient le plus à cœur de réaliser dans votre vie? Waouh. C'est plus deep, j'avoue. Bah, en vrai, c'est pas forcément irréalisable. Mais moi, je sais que je kifferais faire un tour d'Europe dans un van. De manière assez simple, genre vivre de manière simple, saine, sans prendre la tête. Et un Ok. rêve à réaliser, peut-être après les études. Je me dis qu'on sort des études hyper jeunes et il faut profiter avant de s'immiscer dans la vie d'adulte et de plus pouvoir rien faire à part mettre au boulot dodo, quoi. Trop De ouf. Pour le coup, moi, j'ai pas forcément trop de rêves dans ma vie. C'est plus des objectifs que j'ai envie d'accomplir. Et pour moi, c'est des trucs qui sont forcément réalisables. Du coup, genre, je me dis en tête que ça va se faire. Mais j'adorerais faire la traversée de l'Atlantique en voilier. Et du coup, cool. c'est un projet qui se base un peu sur un an. Donc, en fait, tu fais toute la traversée de l'Atlantique pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et après, tu te retrouves à l'autre bout du monde où tu peux sensibiliser aussi notamment les jeunes ou du coup les Américains, que ce soit Amérique latine ou Amérique du Nord, à des questions que toi t'as préparées ou que toi t'as envie de transmettre. Ok, Voilà. trop bien. J'adore vos rêves, c'est super beau. Que de voyages. Ensuite, prochaine question. Si vous en aviez le pouvoir, évidemment, quel fléau choisiriez-vous d'éradiquer du monde? Il s'en faut un seul. Je sais qu'on a souvent envie d'en répondre plus qu'un, mais je voudrais un seul. Instinctivement, je dirais la faim. Mais il y a tellement d'enjeux à prendre en compte que dire que la faim, c'est horrible Il en parce faut qu'il y a un seul. plein de trucs que genre, tu mets sur le côté. Mais vraiment, la faim dans le monde, je trouve que c'est un des plus gros fléaux sur cette planète Terre. Et moi-même qui suis issue d'Indonésie, tu vois, je le vois quand je vais en Indonésie, je vois plein de petits-enfants faire la manche. Et moi, ça me brise le cœur parce que je me dis que ça aurait pu être mes cousins, ça aurait pu être mes petites sœurs. Et juste la faim dans le monde, Ouais, c'est une thématique qui te vraiment, sensibilise c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bah, je pense que ma réponse va un peu se rapprocher de celle de Kélis parce que c'est un truc qui me touche énormément, c'est tout ce qui est la misère. En fait, les inégalités en fait, en général. Pouvoir avoir un accès à l'éducation égale dans le monde, C'est vrai. un accès que ce soit aux ressources économiques, sociales, pour moi c'est juste quelque chose qui devrait être indispensable et ce serait vraiment le pire fléau à éradiquer, c'est vraiment les inégalités. Plus que 2 questions. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Enfin, vouliez-vous faire quand vous étiez petite? Oula! Ça a le droit d'être des trucs... Moi on j'avais assume. plein d'idées quand j'étais Ouais, moi petite, aussi. je me souviens, j'adorais, je voulais être maîtresse, je sais que je voulais être Ah, maîtresse. ça, je savais que je voulais jamais le faire. Ouais, non, moi non plus. J'avoue, ça me... J'ai eu ma grosse Anti- période et d'ailleurs toujours un C enseigner. Putain, moi, c'était tout le contraire. Moi, je voulais vraiment pas être maîtresse parce que moi, tout ce que je voulais, c'était partir le plus vite de l'école.
Bon, maintenant, je me suis engagée sur 5 ans. Donc bon, j'ai pas trop compris. Mais moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être styliste parce que je faisais des top modèles. Mais bon, ils étaient pas foufou. Du coup, je me suis un peu écartée de la trajectoire initiale, là. Mais bon, c'est les rêves de petite fille, quoi. Exactement. Et donc, du coup, un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire, pourquoi vous avez choisi Sciences Po pour vos études ? Pourquoi j'ai choisi Sciences Po ? Alors moi déjà, ça part en fait de... ça va être... Enfin, les gens vont trouver ça hyper glauque, mais c'est mon amour pour l'école. Vraiment parce que j'ai eu des... Toujours. Ouais, la maîtresse, l'école... Non, mais c'est ça, j'ai eu des super profs. Et en fait, j'ai adoré étudier. J'avais Sciences Éco et géopolitique en première et terminale, du coup. Et c'est vraiment des matières que j'ai adoré étudier. Et je me voyais pas, en fait, continuer et... avoir un métier plus tard ou même étudier dans le supérieur sans faire ces matières-là qui m'intéressent vraiment. Et en plus, je sais que je voulais être dans ce domaine d'action parce que j'ai toujours, à partir de la première, voulu m'investir dans les ONG, dans le milieu associatif, même que ce soit au niveau du dérèglement climatique ou au niveau des problématiques sociales. C'est toujours quelque chose qui m'a fait me sentir concernée. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter les concours, quoi. Et moi, tout à l'inverse de Maë, j'étais pas du tout prédestinée à faire Sciences Po, sachant que dans mon lycée, bon, c'était pas forcément le meilleur lycée de France. Il y a juste un prof qui m'a proposé à la fin de la première qui m'a dit « Hey, mais t'as des bonnes notes en géopo, en SES, tu voudrais pas tenter Sciences Po ?» Et j'ai dit « Sciences Po ». Et en fait, il y avait une prépa Sciences Po dans mon lycée, et ils m'ont intégrée en début de terminale. Et en vrai, plus l'année passait et plus je me suis motivée à préparer les concours parce que je me suis rendu compte que c'était un cursus pluridisciplinaire et que du coup, j'avais pas d'idée vraiment claire de ce que je voulais faire. J'avais envie d'être journaliste en entrant à Sciences Po, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais je garde toujours l'idée en tête de si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas, et puis même en master, pourquoi pas se spécialiser dans le domaine. Je pense que c'est vraiment le cas de tellement de personnes. Ouais, c'est vraiment tous paumés, genre. C'était la bonne solution pour nous. C'est vrai qu'il y a vraiment très peu de personnes qui savent ce qu'ils veulent faire. Mais c'est cool, c'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais finalement, on s'est rejoints ici. C'est trop cool. C'est un peu au cœur de ce podcast. Donc pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, on va avoir 2 sujets de débat. Donc un tout premier qui est plutôt d'actualité, pour le coup très chaude, qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment. Et ensuite un débat un peu plus général, on va dire, sur un autre sujet. Donc on va aborder le premier débat, si ça vous va. Carrément. Donc je vais vous mettre un petit peu de contextualisation sur ce débat. Donc on va parler du harcèlement scolaire. Parce que ce 5 septembre 2023, donc, qui était le lendemain de la rentrée, nous savons que Nicolas, un jeune lycéen de 15 ans qui a été victime de harcèlement scolaire, s'est donné la mort à Poissy, donc à seulement quelques kilomètres d'ici. Quelques jours plus tard, on a appris que sa famille, qui avait demandé de l'aide, a dévoilé une lettre de réponse du rectorat de Versailles dans laquelle l'académie les menaçait de poursuites pour dénonciation calomnieuse. Cet événement a évidemment provoqué l'indignation de l'opinion publique, mais a aussi suscité une réaction politique du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a qualifié de honte cet événement tragique. Le 18 septembre, la polémique a encore pris de l'ampleur avec l'arrestation en plein cours d'un collégien de 14 ans, soupçonné de cyberharcèlement transphobe envers une de ses camarades. Ainsi, ces 2 événements à quelques jours d'intervalle remettent à l'ordre du jour la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. En effet, alors que le harcèlement pouvait être considéré comme faisant un peu partie du parcours scolaire des élèves, malheureusement, l'État s'est plus ou moins emparé du sujet jusqu'à aboutir tout de même à une loi en 2022 qui créait le délit spécifique de harcèlement scolaire. Mais il faut croire que cette répression n'a pas un effet très dissuasif, et en tout cas pas suffisant, si on observe les statistiques, car on estime qu'environ 10% des élèves sont encore harcelés en France, ce qui représente environ 2 ou 3 personnes par classe. Donc voilà, après avoir fait ce petit bilan un petit peu triste, je vais poser quand même la première question plutôt ouverte. Pourquoi selon vous, malgré toutes les mesures qui ont pu être mises en place, le harcèlement scolaire est-il toujours aussi présent en France ? C'est très large. Ouais. C'est surtout très difficile de répondre, je trouve, personnellement. Ouais, pour le coup, je pense que même avec toute la législation qui est en train de sortir, qui est sortie notamment en 2022, comme tu l'as dit, c'est quand même très très compliqué de lutter contre le harcèlement scolaire. Après, je pense que ça va être une question de temps aussi, parce que pour le coup, moi,
en ayant vécu du harcèlement scolaire et même en étant été au collège, on n'avait pas de prévention sur le sujet. Oui, c'est vrai. Donc on avait vraiment... Enfin, moi, je n'ai jamais... Enfin, en tant que collégienne, je n'ai jamais entendu parler du harcèlement scolaire. On n'a jamais été sensibilisés là-dessus. Et je pense que même si ça... Enfin, c'est un peu comme les propos sexistes en soi. C'est ça, c'est vrai. On peut faire un peu... Ouais, on peut un peu rejoindre les deux. Et du coup, c'est quelque chose qui va, pour moi, prendre du temps. Après, moi, je pense que la problématique du temps, c'est une excuse un peu des pouvoirs publics et du gouvernement, parce que je pense qu'il y a une question de moyens à mettre en place aussi qui est trop faible. Par exemple, je sais qu'il y a très très peu de professeurs qui sont formés à ça. Il y a des psys qui sont présents dans les lycées. Enfin, moi, dans mon collège, personnellement, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait même pas d'infirmier. Ouais, non. Ou du moins, il y en avait un ça va être les toutes horaires, les 2 semaines, le jeudi. ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être malade le jeudi, Exactement. le mardi après-midi. Donc, c'était catastrophique. Et j'imagine même pas au niveau des moyens mis en place pour tout ce qui est cellules psychologiques. Même en étant en études sup, j'ai vu qu'il y avait une psychologue qui était à disposition, mais qui était que disponible le jeudi. Et pour avoir un rendez-vous, faut prendre rendez-vous 3 semaines à l'avance. Donc, tout à fait. Bon, voilà, tu te fais harceler relou, tu prends rendez-vous 3 semaines plus tard pour en parler. Exactement. Et c'est ça. Ouais, vraiment, c'est vraiment la question de la mise en place des moyens, parce que je pense que vraiment, je pense pas que ce soit une question de temps, mais c'est vraiment la volonté des gouvernements d'agir plutôt vite. Et c'est pas une problématique qui a l'air de les alerter. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté un peu dramatique qui est pris en compte à chaque fois. J'ai l'impression qu'on vit dans une société un peu de spectacle dans laquelle on réagit quand on est choqué, tu vois. On a réagi parce que malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est donné la mort. Et je me demande s'il y avait d'autres mesures qui auraient été prises en compte ou mises en place si ce jeune ne se serait pas donné la mort. Parce que tu vois, on voit très bien qu'il y a un décalage entre ce qui s'est passé depuis la mort de Nicolas et l'intervention musclée du jeune dans sa classe. C'est que je pense qu'ils ont voulu faire une action coup de poing en montrant, regardez, on est alerté sur ces enjeux-là. Sauf que pour moi, il y a une sorte de progressivité qui doit se faire entre le moment où la personne qui est harcelée en parle et l'arrestation en quelque sorte du bourreau. Et que là, il n'y a pas de progression qui s'est fait sentir, tu vois. C'était juste, on veut montrer que on a conscience du problème, on agit sur le moment avec des forces armées, alors que je pense que c'est pas la meilleure manière de le faire, tu vois. Ah oui, tout à fait, mais dans tous les cas, c'est que ce soit en France ou dans le monde, les gouvernements attendent d'avoir le fait accompli sous leurs yeux pour agir. Et c'est bien triste. Hein. Et c'est bien triste. Après, pour le coup, pour juste rejoindre la question de psychologue, moi, je trouve déjà ça très très bien qu'on en ait à Sciences Po, même si c'est une semaine sur 2. Et honnêtement, c'est Emmanuel Macron qui l'avait abordé, il me semble, dans une interview. C'est quand même malheureusement très très compliqué de trouver tous les psychologues nécessaires à toutes les écoles. Et même si on pourrait déployer plus de moyens, en fait, tout dépend des emplois qui sont des gens qui veulent partir dans la psychologie. Il y a une alternative qui pourrait être envisageable, ce serait de former les professeurs, tout simplement. Tout à fait. Parce que moi, je sais que j'avais des professeurs qui étaient... t'arrivais, t'étais pas bien, vraiment, ils prenaient pas en compte ta santé mentale ou quoi. Et qu'au contraire, j'ai rencontré des professeurs super bienveillants qui n'avaient pas forcément reçu cette... formation, mais qui juste par humanité comprennent la charge mentale des enfants qui est pas forcément la même en fonction de la disposition familiale et de plein de paramètres à prendre en compte. Ok. Alors justement sur ce que vous venez de dire, peut-être je vais vous apprendre un truc parce que moi je l'ai appris en faisant les recherches. Le gouvernement a déjà un programme pour lutter contre le harcèlement scolaire. Les ambassadeurs. C'est le programme appelé phare et ça comprend notamment la formation de 5 référents par établissement, de cours de prévention obligatoires dans chaque classe ou des élèves ambassadeurs aussi, qui doivent être présents normalement dans chaque école. Sauf qu'il se trouve que ils ont eu 2 années pour voir à peu près comment ça avait été mis en place. Ça n'a pas marché. Voilà, il y a un problème humain déjà, ils disent qu'il manque clairement de psychologues, exactement comme vous disiez. Problème de temps aussi, parce qu'ils sont déjà en train de courir derrière les programmes scolaires, donc rajouter 1 heure de prévention, et ça participe à la charge mentale des enfants. Et il y a aussi le fait qu'il y a carrément des écoles qui ne connaissaient pas le programme. L'information n'a pas vraiment bien circulé dans tous les rectorats. Et alors peut-être vous avez d'autres solutions que le gouvernement pourrait mettre en place, d'autres idées peut-être. Bon, si vous nous entendez, essayez, on fait un appel au gouvernement comme ça, s'ils veulent nos idées. T'as des idées toi ? Et moi, non mais c'est juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit. Moi, il y avait déjà des ambassadeurs dans mon collège. Et franchement, je trouve pas que ça soit la manière la plus efficace de lutter contre le harcèlement.
parce qu'il s'avère que les ambassadeurs de mon collège étaient des bourreaux aussi. Donc, pas la meilleure des manières d'aller aborder le sujet avec eux. Improbable. Et que je trouve que c'est une manière un peu facile de déléguer la tâche des adultes à des Aux enfants. élèves, Et ouais. que tu vois, genre, un ado de 14 ans, il saura jamais comment aborder ce problème d'harcèlement. Et puis même s'il s'avère que son ami est un bourreau et que quelqu'un vient le dénoncer, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, il va pas lui dire non, Ouais. putain, t'es mon pote, mais vas-y, t'es Ouais, relou, c'est t'harcèles quelqu'un, quoi. de responsabilité Donc sur tu vois, un je pense que enfant. déléguer la responsabilité sur l'enfant, même si c'est censé être un intermédiaire, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions parce qu'il faudrait que déjà ils soient accompagnés par des adultes. Parce que les former, c'est très bien, mais après, moi, je sais que dans mon école, tu vois, les ambassadeurs, ils avaient juste un brassard et ils se baladaient dans la cour comme ça. Pour le coup, en termes d'idées, je pense que ce qu'on a à Sciences Po et ce que j'ai trouvé très très bien quand je suis arrivée en première année, c'est la cellule d'écoute, Ouais. notamment qui est disponible Tout à en fait. partenariat avec Femmes et Women Safe. Et je pense que pourquoi pas essayer de mettre ça en place dans les collèges, lycées et voir comment ça fonctionne, Voir, de donner accès en début d'année, même de faire une conférence de rentrée, en fait, comme nous on a sur les violences sexuelles et sexistes, mais en fait d'avoir une petite conférence de rentrée au collège sur le harcèlement scolaire, sur ce que c'est et sur justement tous les moyens mis en place, et notamment avec ce numéro de téléphone qui est affiché, qui est aussi présent, je sais pas, dans le carnet scolaire des enfants, pour qu'ils puissent se référer à quelqu'un qui est de leur établissement. Parce qu'il y a déjà des numéros d'harcèlement scolaire. Oui, c'est ça, parce que j'allais vous dire, ça existe, mais Voilà, ça existe. Mais en fait, l'efficacité, des numéros jusque-là, propres à ils sont chaque blindés, quoi. établissement, en fait, ça n'avance pas. où on peut agir vite et à l'échelle de l'établissement en lui-même, tu vois. Ils sont Et, plus internes, et plus puis, en efficaces plus, sûrement. Ouais. Ouais, parce que je pense que la formation, comme tu disais, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que je pense qu'il y a des enfants qui sont harcelés et qui ne se rendent même pas compte. Ouais. Parce qu'ils savent pas ce que c'est le harcèlement. Et même Exactement. il y a des bourreaux qui savent pas qu'ils sont harceleurs, ils sont juste. En fait, je pense qu'il y a un effet Ouais, de mode ils taquinent, oui, quoi. voilà, je l'ai taquiné parce que Oui, un tel oui. l'a fait aussi. Et moi, j'ai envie de me sentir inclus dans ce groupe de potes, donc je vais faire de même, quoi. Et puis, au collège, il y a un manque cruel de confiance en soi de Ouais, c'est la ça. personne et des collégiens. quoi. Ça, Tu te tout formes le en monde santé. manque de confiance en soi, tout le monde a du mal à s'intégrer, tout le monde, c'est toute la transformation, toute la puberté qui en fait fait que tout le monde se sent mal dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Et donc du coup... Ouais, c'est presque... Enfin, c'est triste, mais le harcèlement, finalement, c'est un peu un moyen de un s'intégrer, défouloir, je pense, même, pour même, certains. ouais, même un défouloir Et en un fait. défouloir... Même Parce un- que c'est vrai que, du coup, peut-être même revenir un peu sur la définition du harcèlement scolaire, parce que ça a vraiment été prouvé que c'est des logiques de groupe, très souvent, comme vous disiez, donc c'est pas vraiment un harceleur qui va s'acharner seul sur une seule personne, ça peut arriver, mais en général, c'est vrai qu'il y a un groupe de témoins plus ou moins actifs, voilà, qui cherchent plus ou moins un bouc émissaire pour, voilà, c'est un peu la bête noire de la classe, c'est sur lui... que sur lui ou elle d'ailleurs, que voilà un peu toutes les moqueries. Et il y a aussi plusieurs études qui ont montré que les harceleurs avaient souvent été harcelés Ouais. avant. Donc ça cause souvent des situations complexes, pour ça que comme tu disais en fait c'est un peu dur de gérer, dire bon bah toi c'est le harceleur et puis l'isoler tout seul Ouais. et puis Ouais. voilà le Je pense qu'il y a des changer. dispositions qui font que il se sent mal dans sa peau et que du coup il Tout à reproduit fait, ses schémas, tu vois. Qui a peut-être eu statut de victime avant Ouais. finalement. Et... Alors justement, parce qu'avant, souvent les victimes, c'était celles qui devaient changer d'établissement Ouais. pour fuir la situation. Est-ce que vous pensez du coup que c'est plutôt les harceleurs qu'il faudrait bouger ou du coup, vu qu'on vient de dire qu'il y avait plusieurs coupables, peut-être penser autrement? C'est une question qui est un peu compliquée quand même. Ouais. C'est Parce complexe. que d'un côté, tu vois, quand tu te fais harceler et que tu changes d'établissement, j'ai l'impression que tu donnes raison un peu à la personne qui t'a harcelé et C'est que ça. tu fuis le problème. Mais d'un autre, ça te permet aussi de reprendre le pied et juste te relancer dans quelque chose de nouveau et de plus avoir à vivre avec ces personnes-là. Et d'un autre côté, virer le harceleur, ce serait aussi virer le problème. Donc c'est complexe Tout à fait. comme situation, mais je pense qu'une des choses importantes qu'on a dites depuis tout à l'heure, c'est vraiment ouvrir une sorte de cellule psychologique pour ces Ouais, deux ouais, personnes-là, sur- tant le bourreau comme le harcelé. Ouais, un Parce que je suivi. pense qu'il y a un, il Ouais, y a un écouter problème les des deux deux parties côtés, quoi. finalement. Il y a un problème des deux seulement, côtés et il n'y a pas forcément que la Et puis victime qui a besoin d'être ouais, écoutée. que le Je dis- bourreau s'en ouais. rende compte aussi. Et je dis pas que le bourreau a forcément raison dans sa démarche, mais juste que je pense que s'il l'a fait, il y a sûrement quelque chose derrière qui fait qu'il a été amené à faire ça. Tout à fait, mais en fait, je me souviens de quelque chose et je m'en suis rendu compte. Enfin, moi, j'ai été un peu victime de harcèlement au sein de mon collège en 4e, 3e. Et il me semble que je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée en seconde.
et je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et même en primaire, je crois que j'étais un peu victime de moqueries aussi. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, je me suis rendu compte de tout ça, et tout ça m'est revenu dans la tête. En mode, ah bah ouais, c'est pour ça que je manque de confiance en moi, que j'arrive pas à avancer, que je suis pas bien, que en fait, tous ces problèmes qui, je sais plus, parce qu'on avait certainement dû avoir une conférence ou quelque chose sur le sujet, justement, et c'est une prise de conscience. Et ça, c'est assez problématique, parce que pour le coup, ça montre que on est, je pense, on très peu... pas assez, quoi. Ouais, et je pense qu'il y a très peu de victimes qui se rendent compte qu'elles sont harcelées, en fait. Ouais, je pense que c'est d'avoir été sorti un peu de cet environnement un peu toxique pour le coup. C'est ça, et donc ça rejoint un peu la primaire, du collège, tout à fait. Ouais. Et on savait pas que c'était du harcèlement parce que déjà moi on me faisait du chantage, donc je me voyais pas forcément parler à un adulte. Et puis d'un autre côté, on n'était pas du tout formés sur ça, donc moi je savais même pas que c'était du harcèlement, je pensais juste que c'était des moqueries et que ça allait passer, que c'était juste un phénomène de mode et que j'avais besoin de m'intégrer à ce groupe d'amis là pour qu'ils arrêtent. Et c'est ce qui s'est avéré, parce que du coup, je pense aussi avoir été un peu harceleuse, dans le sens où quand on se moquait de quelqu'un, je me moquais aussi de quelqu'un, parce que en fait, j'avais ce côté-là de... l'effet j'ai besoin d'être intégrée complètement à ce groupe d'amis. En fait, sinon, vous continuez à m'harceler, donc il faut que je m'acharne sur quelqu'un d'autre. Alors du coup, pour amener un peu d'espoir et finir sur cette c'est vrai qu'on a été un peu pessimiste. On va prendre comme exemple nos chers pays scandinaves. Dans les années 70, il y avait déjà des recherches qui étaient faites sur le harcèlement scolaire. Et donc ils mettent vraiment la volonté de prévenir et pas punir après coup. De plus responsabiliser les adultes, justement, et pas les enfants. Et donc il y a notamment des cours d'empathie qui ont été créés. Ce sont vraiment des vrais cours dès la maternelle. Je suis très intéressée par le sujet. J'ai lu pas mal de trucs. Donc, dès la maternelle, ils ont des cours d'empathie avec leurs professeurs formés. C'est dingue. Où le but, c'est d'apprendre de vivre ensemble, de se respecter. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle à suivre ? Bon, j'imagine que oui, mais est-ce que vous pensez surtout que c'est transposable en France, concrètement, dans nos écoles où faudrait... Mais déjà, c'est dingue, cette histoire de cours d'empathie. Alors, du coup, récemment, vraiment, aujourd'hui, on est sur une pleine actualité. On a notre ministre de l'Éducation, justement, qui s'est rendu... je sais plus dans quel pays, donc je vais pas dire de bêtises, mais dans un des pays scandinaves, pour observer un peu la méthode et essayer de la répliquer en France. Alors, est-ce que c'est que de la démagogie sur le moment ? Je pense. Peut-être. Il y a une intention, de prendre en compte d'autres solutions. Non, oui, c'est... Moi, ça me paraît dingue qu'il y ait des cours d'empathie. Enfin, c'est vrai que important. C'est vrai que c'est super important, et pour moi, en fait, ça devrait être inné chez les personnes. Enfin, je trouve ça dingue, en fait, qu'il y ait des personnes qui soient pas empathiques. Et enfin, j'en côtoie tous les jours en permanence. On côtoie tous des personnes qui sont pas forcément empathiques. Mais c'est vrai que même moi, quand je suis confrontée à ce genre de personnes, je me dis, mais en fait, comment elles font pour évoluer, pour pas prendre en considération les émotions, les sentiments de son interlocuteur. Enfin, je trouve ça dingue. Donc après, en quoi ça consisterait après, comme tu as dit, ce serait, de la prévention et de la... Mais c'est... Le reproduire en France, je pense que c'est un défi que le ministre de l'Éducation se met. Parce que, Parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui est considéré comme inné, tu vois. Jamais je vais me dire, oh putain, je suis pas empathique, il faut que j'apprenne à le devenir. Oui, on se dit pas que c'est une compétence. Surtout que je trouve chez nous, l'école, c'est quand même très scolaire, des matières assez... maths, français, histoire. Et là, ce serait vraiment entrer plus dans l'éducation, vraiment éducation, pour le coup. Parfois, certains diraient que c'est un peu le rôle des parents finalement. Mais tout à fait, en plus. Mais après, faire des cours d'empathie, ce serait mettre sur un pied d'égalité tout le monde. Ouais, parce que pas tous les parents... Exactement, parce que normalement, justement, j'avais bien entendu que tous les enfants, quand ils naissent, ont de l'empathie, en fait, normalement. Donc, vous avez raison, techniquement, c'est inné. Bah ouais. Mais c'est après, vraiment les premiers mois, les premières années d'un enfant qui forgent comment il développe cette empathie ou non. Et même les relations qu'il va pouvoir entretenir avec il suffit que ce soit un petit peu violent ou qu'il soit vraiment mis de côté dans sa famille, qu'il n'ait pas eu ou même qu'il soit pas qu'on l'ait pas inculqué à la communication, tu dis quand t'as mal, tu dis quand t'es en colère, tu dis quand t'es fatigué, quand t'es triste. Ça, c'est des choses qu'en fait, au final, très peu de parents font. C'est vrai. Inculquer à son enfant le fait de dire quand tu ressens quelque chose, de dire ce que tu ressens, de venir me voir quand ça va pas ou même quand ça va, en fait.
Super important parce que l'école, surtout quand t'es en maternelle, c'est ton premier cercle de socialisation. Et que du coup, apprendre ce genre de choses, ça les aidera pour toute leur vie. Et puis même, ça leur permettra de reproduire ça chez eux et de faire prendre conscience à leurs parents de se dire « Ah, mais en fait, ce qu'il a appris à l'école, ce serait bien de le refaire chez nous. » quoi. On est sur un cercle vertueux. Voilà, Ouais. exactement. C'est bien. Bon, c'est bien, comme ça on finit avec un peu d'optimisme sur ce sujet. C'est compliqué, mais on a réussi à donner un petit peu d'espoir quand même. Donc nous allons passer à notre second sujet, qui change complètement de thématique. Nous allons parler du fait de voyager tout en connaissant les enjeux climatiques. Donc vous savez bien que l'urgence climatique nécessite un changement de nos habitudes et de nos modes de vie. Donc en général, quand il s'agit de petits gestes quotidiens, que ce soit le tri sélectif ou l'économie d'électricité, on est plutôt toutes et toutes d'accord pour dire qu'on peut faire des efforts, plus ou moins. Ouais, et encore. Et agir à titre individuel. En général, il y a plutôt consensus. Oh, si tu vois les On le poubelles du respecte Crous. pas tous. Ok, finalement, oubliez. Vous êtes personne écolo ici. Non, mais on va se dire que là-dessus, c'est assez diffusé. Les campagnes de prévention ont plutôt bien marché. Mais il y a certains sujets, comme prendre l'avion, ça cristallise plutôt l'opinion et c'est perçu pour beaucoup comme une privation de liberté. On a notamment l'ingénieur et enseignant Jean-Marc Jancovici, qui a appelé à faire des compromis et estimé qu'il faudrait imposer des quotas de 4 vols en avion dans une vie, par exemple. C'est des objectifs qui semblent plutôt inatteignables quand on regarde les statistiques. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, les vacances, c'est un peu l'opportunité de se dépayser, d'aller se faire bronzer à la plage, à Mayotte. En France, on peut se dépayser en France. Ouais. C'est vrai que la Écoutez, la Bretagne, plupart pensent qu'il faut beaucoup voyager. Ouais. Mais bon, toutes ces petites escapades ont un coût environnemental qui est non négligeable pour notre planète. Le transport représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre, selon le ministère de l'écologie. Il y a 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Ah ouais? Ok, Putain, mondial. Hein. Et il y a par contre 2% parmi ceux qui prennent l'avion qui représentent 40% des émissions. Ok. Tu peux mettre dedans les jets privés. Ouais, toujours les 1%, quoi. Donc voilà, donc ça représente un petit pourcent de la population qui fait 40%. Ok. Voilà, je vais vous poser la question, est-ce que selon vous, il faudrait qu'on arrête de voyager au nom de la protection de l'environnement? Et si vous avez un engagement militant, est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez pour vous? Alors, est-ce Voilà. que tu penses qu'il faut prendre l'avion? Tu veux que je commence ou... Bah, moi, je suis pour dire non, mais je vais argumenter un peu après pourquoi. Il y a un parce que je non, pense mais. que non, Ok. il est mitigé, mon non, mais je suis plus pour un non que pour un oui. Ok. Ok. Donc, si tu veux, moi, je fais mon nom. Oui, comme ça, après, je viens nuancer le propos. Alors, du coup, je ne pense pas qu'il faut arrêter de voyager au profit... juste pour le dérèglement climatique et la préservation de l'environnement, parce qu'on peut totalement voyager, prendre du plaisir à avoir des bonnes vacances en réduisant son empreinte carbone et son impact sur la planète. On peut partir en France, déjà, c'est une option totalement faisable. On a tous les chemins de fer en Europe qui se développent de plus en plus. Ça s'appelle Interrail, non ? Oui. Enfin, on peut tout à fait partir sans forcément prendre l'avion, ou même encore, on peut partir... En fait, on peut partir en bateau, ou même faire de la traversée pour aller à un endroit, un voyage, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu peux y aller en train, et vu que ça prend 24 heures le trajet en train, et bah, tu fais une escale par-ci, tu fais une escale par-là, tu te poses à tel endroit pendant 2 jours, puis tu reprends le train, pour au final arriver à ta destination, et au final... te dire que ouais, c'est possible de voyager sans avion. Après oui, on a tous les pays, que ce soit asiatiques ou même les pays européens ou même en Afrique. Pour le coup là c'est plus compliqué et je suis d'accord. Mais pour moi on est obligé de faire des concessions dans le monde dans lequel on vit actuellement. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cet effet de surconsommation, surproduction et surpollution. Et on est obligé, enfin moi je soutiens totalement les propos de Jean-Marc Jancovici et au niveau de la sobriété je suis pareil là-dessus, on va être obligé de faire des concessions en fait et on n'a pas le choix et les gens ne s'en rendent pas compte et les gens ne font pas les efforts nécessaires et c'est ça qui m'alerte. Donc on n'arrêterait pas, enfin il n'y a pas de souci, on n'arrête pas de voyager hein, mais essayez quand même de réduire votre empreinte. C'était un appel de Maë. Ouais, un petit appel comme ça, je vous dis, je sais pas comment je peux le transmettre en plus, parce que c'est horrible, à chaque fois j'essaye de... Mais c'est souvent les gens sont convaincus, en fait c'est très compliqué de convaincre les personnes
En fait, je pense qu'il y a leurs d'autres personnes à vacances convaincre, et- tu vois. Je pense que c'est les 2% qui voyagent le plus Tout à qu'il faut fait. les plus alerter sur ces questions. En fait, je pense qu'ils sont alertés sur ces questions-là. C'est juste qu'ils ferment les yeux dessus et que pour aller à leur séminaire professionnel, ça leur arrange C'est de plus faire un simple, Paris-Marseille en 2 heures que de prendre le train et de faire je sais pas combien de stops, enfin d'arrêts et de faire 4 heures de train, faire 4 fois plus. Alors qu'aujourd'hui, bah, on est dans une ère à laquelle on vit avec Internet, on sait faire des visioconférences. Pourquoi est-ce que on s'adapterait pas à cette problématique écologique en étant avec notre ère, tu vois? Donc c'est ça qui m'attriste un Tout à peu. fait. Et c'est vraiment, genre, j'ai l'impression qu'on doit faire énormément de concessions en tant que ménage modeste. Après, je dis pas qu'il faut pas en faire, bien sûr, hein, si tu peux réduire un maximum ton usage de l'avion, c'est la meilleure des choses à faire. Mais c'est plutôt difficile de faire porter la culpabilité de ces je ne sais pas combien de pourcentage d'émissions à effet de serre causées par les trajets en avion. Après, d'un autre Ensemble. côté, je vais juste rajouter un truc, mais il faut savoir que quand même aussi, les ménages en situation de précarité, les ménages les plus précaires, Oui, ils ne voyagent pas. c'est pas, enfin même s'ils voyagent Du pas, en moins, fait, ils ont du mal à prendre l'avion. ils ont pas non plus la préoccupation écologique que les ménages les plus modestes ou même les plus aisés ont. C'est-à-dire qu'on a des problématiques au sein des ménages les plus précaires qui sont le pouvoir d'achat, principalement, hein. C'est la Et, principale et l'emploi. préoccupation, ouais. Et en fait, c'est des problématiques qui sont pas du tout abordées au sein des ménages les plus précaires, même s'ils ne polluent pas beaucoup. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est des problèmes, ouais, mais c'est quand même des problématiques qui, eux, ne les Forcément. préoccupent pas du tout parce qu'en fait, ils ont pas l'argent et pas le temps de penser à ça. Et c'est ça aussi que je trouve assez préoccupant, même si ils polluent moins. Ouais, il manque de formation. Du coup, tu parlais du fait de favoriser un peu tout ce qui est train et pourquoi pas les petits trajets en bateau. Donc moi, je suis quand même plutôt d'accord avec cette idée. Par contre, bah, y a les coûts que ça peut engendrer parce que souvent, pour un même trajet, on peut voir que train plus bateau de ça représente, c'est parfois Ça même coûte 2 voire super 3 fois plus cher, cher. ouais. Enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour que les gens se disent oui, le train c'est plus avantageux, quoi. Centrer un peu les trains, quoi. Devoir passer par Paris pour aller à Lyon quand t'habites à Exactement. Bordeaux. Développer, en fait, galère. non, mais développer des lignes de chemin de fer. Après, ça, c'est quelque chose qui a été abordé. C'est la taxe sur le kérosène. Vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas entré en vigueur. Parce que je pense qu'en fait, ça permettrait déjà, enfin malheureusement, hein, mais heureusement, enfin pour moi c'est un mal pour un bien, d'augmenter les prix des billets d'avion. Et également, comme l'a dit Kélise, c'est arrêter tout ce monopole et cette mini-concurrence qui existe au sein des réseaux ferroviaires en France et ouvrir à beaucoup plus De marché étranger. de marchés, de Faire lignes. baisser les prix, oui. On va pas faire un cours d'économie, hein, mais... Faut rendre Donc, plus en fait, attractif le train, quoi. Parce que je sais qu'ils avaient fait une opération cet été avec les billets de train à 1 euro. Oui. Mais c'était pour faire, tu sais, genre des toutes petites villes Mm. qui sont pas forcément les destinations Tout à prisées fait. par les Français. Et puis c'était des trucs Oui, c'était genre... pas trop entre métropoles. bah voilà, assez, c'était par exemple Chartres-Orléans. Enfin, je sais plus exactement quelles étaient les destinations. ouais, ouais. Mais c'était vraiment les Ouais. destinations les moins prisées. Il y a eu l'idée, mais Faut aller plus faut loin. aller un peu plus loin dans l'idée. Et après, enfin voilà, il y a eu aussi du coup la campagne Interrail qui a été faite. Et là, Ça, quand même, qui était enfin, quand même efficace. ouais, pour le coup, ça a été super efficace avec le jeu concours et tout. Enfin, moi, j'ai quand même entendu parler d'Interrail début janvier 2023. Avant, je savais qu'il y avait Ouais, qu'il j'en avais entendu parler. qu'il mais existait c'était- des lignes de train en Europe, mais autant, en fait, je le savais absolument pas. Et pour le coup, cette campagne, elle a été assez bien faite, même si c'est quand même Et encore, il y en a qui savent pas ce que c'est. hors de prix. Ouais, c'est vrai. Même si c'est quand même Continuer, relativement hors de prix parce que... Ouais, tu dois rajouter une telle somme pour faire un tel trajet. Parce Oui, que, c'est ça. du coup, Et ça prend pas forcément en compte ouais. tous les trajets. Ouais, voilà. On te le vend gratuit. Mais Ouais, c'est vrai et qu'il y a des petites gratuit conditions avec, tu sais, genre en 15 000 petite- étoiles en dessous, Oui, voire c'est ça. modalité au dos. Du coup, pour rester un peu sur cette idée de faut-il toujours voyager, en plus des arguments écologiques, il y a aussi le fait qu'il y a un peu une uniformisation des différentes destinations et des différents territoires, et le fait que de toute façon avec les réseaux sociaux ou la télé, on peut déjà un peu voyager depuis le canapé. Il y a un peu cette idée-là qui se diffuse, et je pense que c'est à juste titre. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même toujours un sens à vouloir voyager et du coup à faire autant de kilomètres pour peut-être finalement voir quelque chose que vous pourriez découvrir de chez vous, entre guillemets? Ouais, mais c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. C'est que en fait, j'ai l'impression que les gens veulent aller à une destination
pour montrer qu'ils y ont été, qu'ils ont fait telle chose et que du coup, on vous repartage le bon plan. Allez là-bas, c'est trop cool, alors qu'au final, en fait, si t'avais pas bougé ton canapé, ce serait la même chose, t'as juste à scroller sur TikTok, quoi. En fait, c'est hyper triste parce que ça rend le goût du voyage si banal. En fait, moi, c'est ce que je vois quand je pars en vacances et que même moi, j'applique ce schéma sans m'en rendre compte. C'est que quand j'arrive dans un endroit super beau, je suis là, hop, photo. Alors que je pourrais kiffer le moment et me dire, ouais, c'est beau, etc. Bah non, en fait, juste, on est devenu complètement matrixé par tout ce qui est réseaux sociaux. On a besoin de montrer qu'on a été dans cet endroit-là, qu'il faut y aller absolument, quitte à ne pas profiter sur le moment et juste montrer qu'on y a été, quoi. Pour le coup, pour le voyage, je suis un peu plus... C'est pour ça que aussi moi c'est plus facile, c'est pas non plus une passion pour moi de voyager. Je trouve ça cool, enfin je trouve ça sympa, hein, mais pour le coup c'est pas non plus quelque chose qui est essentiel à mon mode de vie. Et donc du coup dans ce que je considère donc du coup dans les vacances, c'est pas le voyage en lui-même, c'est vraiment juste le repos, le fait de profiter, d'être avec ses amis, d'être avec sa famille. Et en fait je me dis pas tiens il faut absolument que je voyage et que j'aille voir je sais pas les cités aztèques au Mexique, des trucs comme ça. Ouais, t'as pas une checklist des trucs absolument voir avant. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que j'aille voir les 7 merveilles du monde, anciennes et modernes, pour réussir ma vie. Enfin, en soi, entre guillemets, c'est vrai que du coup, on voit un peu à quoi ça ressemble sur Internet. Et en fait, est-ce que ça perd pas de sa valeur, de son utilité d'aller dans le pays, vu que t'as un peu... T'as un peu fait le tour sur Internet, tu sais à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est vraiment... Après, il y a des gens qui adorent voyager et c'est leur passion. Et du coup, j'ai pas du tout envie de contredire cette passion-là. Franchement, aimez voyager et tout, c'est super cool. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas non plus un plaisir dingue. Et alors, du coup, vu que t'as un peu cette position-là, est-ce que tu penses que tout ce qui est confinement, Covid, pandémie, tout ça, ça a pu jouer avec le fait, souvent on est allé dans des destinations plus proches, voire on n'est pas parti en vacances, on est beaucoup plus resté chez nous, on a un peu découvert ce qu'il y avait autour, les petites promenades, tout ça, on a été beaucoup à découvrir même déjà là où on vivait, tout simplement. Donc est-ce que vous pensez que ça a pu provoquer un déclic chez vous, ou si vous connaissez des personnes pour qui ça a été un déclic, de se dire que finalement des vacances plus locales et ressourçantes, pas trop loin, étaient finalement une bonne chose? Moi je pense que ça a été un déclic pour certaines personnes qui cherchaient pas forcément à découvrir là où ils habitaient. Moi, je sais que personnellement, on aime bien partir en France avec mes parents. On fait la Bretagne, le Sud, on fait un peu de tout. Et en vrai, ça n'a pas forcément changé notre vision des vacances parce que du coup, on faisait déjà ça de base. Mais je pense que c'est à double tranchant parce que du coup, ces personnes-là qui se sont senties enfermées ont voulu parfois aller super loin pour du coup rattraper un ce manque de sortie. Et d'autres personnes, à l'inverse, ont voulu découvrir la France. Moi, je pense que le Covid, ça a quand même poussé les gens à aller voyager de ouf après, quoi. Ouais, toi, t'as plus le sentiment que c'est ça qui est sorti. Pour le coup, moi, j'ai toujours beaucoup voyagé en France. J'ai voyagé en Europe ou même dans le monde. J'ai fait quelques destinations et tout. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé en France pendant les vacances. Mais j'ai l'impression que pour le coup, le Covid, ça a fait un peu l'effet inverse. Les gens, ils veulent partir de plus en plus et de plus en plus loin. Ouais, c'était même plus encore. Ok. Alors, toute dernière question un peu pour finir sur ce sujet. En plus, on est juste avant notre réunion sur la 3, donc on est vraiment encore dans un contexte. Des avions. Si vous avez une idée vague de où vous voulez aller, donc du coup, si le choix de prendre l'avion ou pas pour y aller... Ok, en plus on est dans le même, on est un peu dans le même projet avec Élise en plus. Ah expliquez-moi, ça m'intéresse. Moi dans l'idée j'aimerais beaucoup partir, on aimerait beaucoup partir en coop, donc c'est-à-dire coopération internationale. Qu'on partirait pour faire de l'associatif / humanitaire. Ok. Mais du coup c'est une question assez comment dire, houleuse. Ouais, voilà. On est toutes dans l'initiation. Parce que moi, par exemple, dans l'idée, j'aurais aimé faire de l'associatif en Indonésie. Ok. Sauf que y a tout le trajet à prendre en compte de la France à l'Indonésie et que j'ai l'impression que c'est une action qui a double tranchant. Parce que d'un côté, je vais dans l'idée, j'aurais aimé faire de la prévention sur la pollution plastique, mais d'un côté, je vais y aller en avion. Ouais, t'as l'impression c'est incohérence militante. Et que j'aurai un bilan carbone qui sera 3 fois plus élevé à l'année parce que j'ai fait mon trajet France-Indonésie. Donc, je suis peut-être en train de revoir mes plans à la baisse et peut-être faire une coop en Europe ou peut-être ne plus faire de coop, je ne sais pas. Ouais, donc, je suis en pleine réflexion. Heureusement qu'il y a la réunion tout à l'heure. On a presque la même réponse, c'est dingue. Ah ouais? Wow. Non, mais parce que pour le coup...
Moi, la coop, c'est quelque chose que, en allant à Saint-Ger, c'est ce que j'ai vu notamment sur le site et c'est ce qui m'a donné envie d'y aller à Saint-Ger. Enfin, à Sciences Po Saint-Germain, du coup. C'est parce qu'ils proposent ce programme de coopération internationale. Or, je sais pas si quelqu'un de l'administration nous entend, mais c'est un projet qui est très peu boosté, entre guillemets, par l'administration. Ils nous incitent très peu à le faire. D'accord. Parce qu'il y a eu des mauvais retours à certains moments. Et donc, du coup, moi, j'aurais adoré partir au Costa Rica, dans une association écologique également. Et du coup, partir en bateau pour faire, évidemment, la traversée de l'Atlantique. En fait, le problème, c'est que j'ai très peu d'expérience. Et ce qui fait que je sais pas si je serai acceptée dans un équipage. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, soit je voulais faire coop en Europe, donc en Espagne ou en Grèce aussi, ça m'avait bien tenté. J'en ai entendu Ça m'avait bien tenté. Et ou alors, sinon, je reviens au cursus général. Enfin, là, je suis un petit peu perdue en ce moment. On verra comment ça aboutit tout ça. On tiendra au Voilà. courant. À la fin de l'année, on fera un épisode de récap. Exactement. Que sont-ils devenus Du coup, on arrive vraiment à la toute fin du podcast. Il nous reste une toute dernière partie, pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. C'est juste si vous avez envie de parler de quelque chose, une petite recommandation, que ce soit culture. Joker. Vous avez le droit au Joker encore, c'est ça. Enfin, juste un film, un livre, ou juste. Culturel, mais moi je suis. Si vous voulez aussi. Moi, je suis écologique, Sur vos mais pas assos aussi, culturelle, si vous voulez. On a un petit maraîcher qui habite à Aigremont. Aigremont, Super qui sympa. fait pousser ses fruits et ses légumes sans pesticides. On a aussi de ce maraîcher réussi à obtenir du coup des paniers de légumes avec donc fruits et légumes. Voilà. Et même petits produits qui seront disponibles toutes les 2 semaines au début. Pour que en fait vous pouvez cuisiner chez vous. C'est quand même des gros paniers. Ouais. Donc n'hésitez pas à bien suivre. Et n'hésitez pas à bien suivre la com de Solidarité. Voilà. Première chose, n'hésitez pas à faire attention à l'aquarium et payez vos cafés. Rappelle qu'il y a un truc de compost. Moi j'ai déposé du compost en arrivant. Ok, je savais même pas. Petit, en fait, on met trop d'informations en même temps. Là, les gens ils vont être complètement perdus. Là, tu peux payer vos cafés, faites du compost. Non, mais bon, il y a ça. un baquet, enfin un espèce de baquet en bac. bois D'accord. au niveau de l'entrée à droite, à gauche du coup quand t'entres, et juste déposer vos déchets organiques, c'est super. Ok, trop bien. J'ai aussi une petite reco à faire quand même. Allez, allez. Moi, c'est concernant l'association Femmes, donc l'association féministe pour le guide de la santé. Donc, c'est un guide qui a été fait par le bureau entièrement, avec tous les contacts, donc numéros de téléphone et ou les mails de professionnels de santé. Donc, que ce soit des généralistes, des gynécologues, des psychologues. Et donc, tout sera disponible. On sera dans le Linktree de l'Insta de l'asso. Alors, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Merci à vous les filles d'être intervenues et d'avoir débattu sur ces différents sujets. Vous pouvez, vous qui écoutez le podcast, réagir sur l'Instagram de l'asso Saint-Germain-Faux et nous donner vos retours et vos avis. Merci beaucoup d'avoir écouté et à très bientôt. Bisous, bisous.